C'est ce qui anime aussi mon projet, c'est que j'ai envie que l'élevage continue, quoi. Enfin, j'ai pas envie de vivre dans un monde où il n'y a plus d'animaux. Je pense que le faire ensemble dans la production agricole, c'est pas un sujet quelque part, c'est une évidence. On est des êtres sociaux avant tout, et la production agricole, elle s'est de manière millénaire faite collectivement. Quand j'étais en Limousin, là, le moment où je me suis dit, en fait, faut être paysan, j'ai vraiment eu l'impression de prendre, comme dans Matrix, la pilule bleue ou la rouge, là, qui te fait voir le monde différemment. Et j'ai vraiment eu le sentiment, à ce moment-là, où je pouvais plus revenir en arrière, en fait. D'avril à août 2023, j'ai enfourché mon vélo pour partir à la rencontre des paysans-paysannes du Nouveau Monde. Depuis la Mayenne, mon territoire d'origine, j'ai parcouru 2400 km en passant par l'Orne, la Bretagne, la Charente. L'objectif, collecter des grains de route, des témoignages d'hommes et de femmes qui se sont lancés en agriculture paysanne. En collectif, en couple ou même seul. Le rêve derrière ce périple, c'est d'inspirer celles et ceux qui aimeraient se lancer, à commencer par moi-même. Et c'est déconstruire mes idées préconçues, mes utopies et mes peurs vis-à-vis du métier de paysan ou de l'installation en collectif, en partageant des bribes de réalité du monde paysan actuel. Je suis Maëlle Guillet et je vous emmène à la rencontre des paysans-paysannes du Nouveau Monde, celles et ceux qui créent et font vivre l'agriculture de demain. Épisode 2, Histoire de transmission. À l'heure où un départ en retraite sur 2 voit la ferme partir à l'agrandissement, la transmission est au cœur des enjeux agricoles actuels. Transmettre une ferme, c'est bien au-delà de la simple vente d'une entreprise. Derrière ce mot « transmission » se cache une multitude de couches et de questions en suspens. On transmet des terres, des animaux, du matériel, des bâtiments, mais aussi des savoir-faire, l'histoire d'un lieu, de famille, des manières de concevoir la ruralité, le paysage, l'écosystème, avec, par-dessus le marché, des rapports au corps, au travail, à l'équilibre avec la vie familiale qui peuvent différer totalement d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre. Tout cela est en partie monétisé, ramenant un enjeu économique fort entre ceux qui partent et ceux qui démarrent une nouvelle activité, et dans des contextes de marché qui évoluent à vitesse grand V. Transmission familiale ou à des tiers, à des personnes issues ou non du milieu agricole, dans une continuité de la production ou bien vers des systèmes diamétralement opposés. Bref, la question est vaste, complexe et demande de l'anticipation. Et quand bien même on l'anticipe, le vivre n'est jamais simple, aussi bien du côté des cédants que des repreneurs. Dans cet épisode, je suis allée interroger des cédants et des jeunes installés sur leur vécu quant à leur transmission-installation. Dans le Finistère, je rencontre Daniel et Marc, un couple qui a vécu plusieurs fois ce processus. Marc nous raconte. Je suis Marc Pion et j'ai 65 ans. Je suis d'une famille paysanne. J'ai suivi une formation agricole, j'ai passé un bac. Alors à l'époque, il était assez fort parce que en agriculture, moi j'ai passé un bac D'. Et donc ça commençait super fort. Pendant 6 ans, j'étais formateur, mais moi je voulais m'installer en fait. Bon, Daniel, elle n'était pas très chaude, elle n'était pas originaire du milieu agricole, tout ça. Puis après, elle a commencé à faire des stages quand notre fille a eu 3 ans, quand elle allait à l'école. Et puis en fait, ça lui a bien plu. Et elle a voulu s'installer. Donc elle s'est installée, c'est elle qui s'est installée d'ailleurs au départ. Ok. Et moi je venais en complément, donc j'étais conjoint d'exploitant donc pendant les 9 premières années d'ailleurs. On a été guidés comme ça, d'ailleurs c'était un mauvais choix, enfin on aurait pu être paysans assez rapidement tous les deux. On n'aurait pas payé beaucoup plus de cotisations, mais bon voilà, on est formaté par le centre de gestion qui veut absolument diminuer les cotisations, si bien que pendant 2 ans, moi j'ai pas eu de statut, et puis aujourd'hui j'ai une retraite de merde quoi. Mais donc on s'est installé sur une toute petite ferme, 23 hectares de terre, il y avait 20 vaches laitières, 120 000 litres de quota, c'était plutôt bien parce que la terre était allouée, les bâtiments étaient alloués. Donc on n'avait pas un gros investissement parce qu'on n'avait pas un sou en poche. Et en complément, j'étais formateur pour les gens qui s'équipaient en informatique professionnelle agricole. Ok. J'avais découvert l'informatique quand j'étais formateur pour adultes. Et donc j'étais en gros à mi-temps pendant 2-3 ans.
Après 2-3 ans, Marc et Daniel ont l'opportunité de prendre un troupeau de vaches limousines en complément. Ils réinvestissent donc, mais cela ne se passe pas comme prévu. Des problèmes sanitaires les obligent à revendre les limousines pour payer les factures. Marc part donc travailler à l'extérieur pendant 2 ans. C'est là où Daniel elle a commencé à réfléchir à travailler autrement, parce qu'en 92, avec le changement de la politique agricole commune, la Commission européenne avait mis en place des MAE, des mesures agro-environnementales, pour que les paysans ils se posent des questions. Il y avait des techniciens de la Chambre d'agriculture du Finistère. Ils avaient fait un voyage en Nouvelle-Zélande, que pour faire le lait le moins cher, c'était à faire bouffer de l'herbe aux vaches. Ils ont fait une formation, en fait, et Daniel a participé à cette formation. Il y avait 25 éleveurs qui se sont posés plein de questions. Pendant 5 ans, ils ont construit un projet où ils pouvaient faire peut-être travailler autrement. Et c'est là où on est passé en tout terme, en fait. On a changé vraiment de système de production. Un système qui était très intensif, avec du maïs, du soja, des vaches qui étaient à 9000 litres de lait. Ben boum, on est passé d'abord à 7500 litres qu'avec de l'herbe, et puis après, tout doucement, et à la fin de notre carrière, on était en agriculture bio. Et en 2007, Daniel en avait un peu marre peut-être de mon machisme, mais elle a décidé de quitter la ferme. À 47 ans, elle a repris des études pour devenir infirmière. Donc se poser la question, est-ce que je continue la ferme tout seul? On travaillait de moins en moins, on disait 35 heures, 8 mois de l'année. Nous, on avait 4 mois où on bossait pas mal. On comptait pas trop les heures, mai, juin, juillet, août. Bon voilà, c'était les foins, les vélages, la moisson et tout ça. Mais le reste du temps, on se disait 35 heures. Ok. Ça voulait dire en gros 5 heures par jour. J'avais pas envie de rebosser 40 heures ou 45 heures ou 50 heures par semaine. Puis moi, j'avais envie de vivre plein d'autres choses. Donc on a décidé d'arrêter. Alors ça s'est fait un peu rapidement d'ailleurs, parce que on a décidé de donner notre préavis pour partir début 2007, pardon. Et on devait partir en septembre 2008. On avait 18 mois de préavis. Ah oui, quand même. Et puis en fait, on a trouvé tout de suite un jeune qui voulait reprendre. Et on lui a dit, écoute, pour éviter la surenchère et tout ça, si tu veux, nous on est prêt à partir en septembre 2007. Si tu décides, la propriétaire, de signer un bail, ben il n'y a pas de problème, nous on est prêt à partir. On ne s'est pas trop rendu compte des conséquences de ce qu'on disait là. Et là du coup, toi, on s'est retrouvés au mois de mai, juin, où là je faisais les dernières choses les unes après les autres. Oh putain! Et là c'était, oula, ça a commencé à gamberger parce que j'étais pas prêt en fait à partir. Et je m'étais pas préparé non plus à faire vraiment la transmission et tout ça. Et d'ailleurs, j'attendais beaucoup de choses de la transmission. Parce que le jeune, pour m'appâter, il avait dit « Ouais, bah si, c'est bien ce que vous faites et tout. » Mais en fait, on s'était pas rendu compte donc que le mec, il était intéressé par la génétique du troupeau. Et tout le reste, ça le faisait chier en fait. Et même la bio, il nous disait que ouais, ça l'intéressait, mais en fait, non. Donc la première chose qu'il a fait quand il a repris le troupeau, c'est labourer les prairies pour mettre du maïs. Ça a dû vous faire mal au cœur. Ouais, c'était pas si simple. Vous étiez encore sur place? Eh ben oui, on est resté sur place en plus parce que on avait 3 hectares en propriété. Et donc j'avais déjà des ânes à l'époque. Et alors j'ai toujours fait un grand jardin. Puis là j'ai dit bon, je vais faire un plus grand jardin. Je voulais faire des légumes de conserve pour les vendre, tu vois, une fois par mois ou un truc comme ça, vendre des carottes, des oignons, des pommes de terre, et avec le minimum de boulot. Après, au bout d'1 an, en fait, j'ai fait un peu le bilan de ce truc-là, et là, je me suis dit, bah, quand même, ça m'intéresse. J'avais commencé à travailler avec les ânes et tout, mais je veux pas faire ça tout seul. Je voulais pas trop travailler, donc j'ai embauché quelqu'un, 3 jours par semaine, et puis voilà, comme ça. Et on a fait ça comme ça pendant 2 ans. Mais le fait de côtoyer le fameux repreneur qui avait bousillé nos belles pâtures, il avait du super beau maïs. Hein. Parce que je savais très bien que j'allais sûrement transmettre le maraîchage aussi. Je voulais pas reproduire ce que j'avais vécu avec le premier repreneur. Où j'espérais tellement transmettre aussi ma pratique, mes trucs. Il m'a complètement squeezé en fait. Pour prendre un exemple, ça m'avait ravagé moi. Il y avait le contrôleur laitier. Ils ont décidé d'aller faire un tour de prairie, des pâtures, mais sans moi quoi. Et là tu te dis attends, les prairies, il y a tellement de choses à dire. Le contrôleur laitier, il va voir des trucs, mais il sait pas tout quoi. Mais tu vois, voilà ce genre de truc. Et puis ça a été un peu tout le temps en fait. À partir du moment où lui il avait signé, après il savait très bien ce qu'il allait faire. Et tout ce que j'avais à dire, c'était de la merde quoi. Voilà. Et ça a été hyper violent. Mais parce que aussi j'attendais des choses, tu vois, de la transmission. Et ça moi je recommande à tous les gens qui veulent transmettre,
formez-vous, allez, réfléchissez. Parce que c'est pas ça, la transmission. Quand on est en train de changer comme ça, dans cette rupture-là, il faut qu'on travaille sur notre projet. Qu'est-ce que nous, on veut faire? Qu'est-ce qui est important pour nous? La ferme, en fait, elle va être reprise, ils vont faire ce qu'ils veulent avec, dans n'importe quel sens. C'est pas ça le problème. C'est toi, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que si tu projettes sur la personne qui reprend derrière toi, forcément, tu vas être déçu. Alors, bien sûr, il y a quand même des réussites. Mais très souvent, d'ailleurs, c'est la reprise par enfant, et parce que l'enfant, en fait, se soumet à la pression patriarcale. Enfin, quand c'est pas matriarcal, mais c'est souvent très, très patriarcal. Mais parce qu'il est dans cette relation-là de dominant-dominé, et depuis qu'il est tout gamin. Mais globalement, non, il faut qu'il y ait cette liberté-là de créer, de faire. Moi, je pense que c'est un des plus gros problèmes des transmissions, c'est de l'attente de celui qui cède, du cédant, vis-à-vis des jeunes qui reprennent. Et là, j'ai vraiment suivi une formation avec les CIVAM de transmission qui m'a éclairé là-dessus, quoi. Et je recommande à tout le monde de faire ça, quoi. Ça, c'est hyper important. Tous les anciens, là, tous les copains qui sont dans la transmission et tout ça, je leur dis toujours, de se former et de réfléchir en groupe, en plus en collectif, c'est super important, quoi. J'ai toujours cette expression-là dans la tête, pour plein de trucs d'ailleurs. C'est qu'on voit vachement mieux la paille dans l'œil du voisin que la poudre qu'on a dans le sien. Forcément, quand tu es en collectif, tu vois les autres. Puis là, forcément, ça te fait poser des questions sur toi. Aujourd'hui, de nombreux acteurs proposent des formations et accompagnements à la transmission, comme celui dont a bénéficié Marc. Les ADAR, Associations pour le développement de l'emploi agricole et rural, ou encore les GAB, les groupements des agriculteurs bio, ou même les CIVAM, sont présents dans la plupart des départements. Selon les territoires, les chambres d'agriculture et les centres de gestion, qu'ils soient privés ou associatifs, peuvent aussi proposer ces services. Et puis, on voit émerger des initiatives coopératives portées par des citoyens-citoyennes. Direction l'Orne, au cœur de la Suisse normande, pour en découvrir une d'entre elles. Coucou. Alors, je suis arrivée hier soir dans un lieu incroyable. C'est un des grands moments de mon voyage que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est un lieu qui s'appelle El Capitan, qui est dans l'Orne, et qui est une sorte d'auberge de jeunesse participative et autogérée. En fait, c'est une maison qui est mise à disposition. Il n'y a personne qui habite en permanence dedans, mais qui est mise à disposition de gens de passage ou d'événements qui sont organisés par les assos du coin. Et donc, c'est un lieu juste incroyable, c'est immense. Et c'est tout sur le principe de l'autogestion, donc il y a des petits mots partout. Et en fait, je suis ici parce qu'il y a une association qui organise pendant l'été un camp de 3 semaines qui s'appelle l'Alterfix et qui accompagne en fait des porteurs et des porteuses de projets sur leur installation en agriculture paysanne, en collectif notamment, et sur la transmission. Donc ils font aussi se rencontrer des agriculteurs et des agricultrices qui veulent céder leur ferme avec des porteurs de projets. Dans le bocage ornais. Et en fait, il se trouve que la semaine où je suis ici, il y a un événement sur les femmes à vélo qui est organisé. Donc c'est trop bien. Alors moi je suis Karine, donc j'ai 35 ans, je vis dans le bocage ornais, sinon je suis issue à la base de région parisienne. Je suis maraîchère depuis peu, je me suis reconvertie en 2019. J'ai eu un BPRE en 2020 et avant ça, j'ai fait des études dans le marketing, la com, mais j'ai jamais réussi à travailler dans ce domaine-là parce que je ne supportais pas le milieu publicitaire. L'initiative de l'Alterfix, c'est à la base, c'est des citoyens et citoyennes qui ont fait le constat par rapport à tout ce qu'on apprend avec l'agriculture, que toutes ces grandes fermes actuellement occupées par des personnes qui sont proches de la retraite vont bientôt être mises soit à la transmission, soit à l'agrandissement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour les reprendre et la moitié des agriculteurs partent à la retraite dans les 10 ans. Du coup, ça fait beaucoup de terres agricoles qui vont se libérer et le fait qu'il y ait peu de repreneurs, elles se font grappier par les voisins, ce qui fait que les voisins agrandissent leurs fermes qui un jour voudront partir à la retraite et il n'y aura personne pour les reprendre parce que c'est des fermes beaucoup trop grosses et des budgets
vraiment trop impressionnant pour des repreneurs. Mais en plus de ça, ça casse l'agriculture paysanne. Ça crée vraiment des agricultures industrialisées. Donc suite à ce constat, ce groupe de bénévoles finalement a rejoint le rêve au réel et s'est dit pourquoi on ne lancerait pas quelque chose pour contrer ces problèmes dans le bocage ornais. Il y a plusieurs phases dans l'Alterfix. Une phase 1 où on parle d'un camp. C'était un camp l'année dernière de 3 semaines, cette année de 2 semaines sur une ferme du coin. Les personnes viennent en tant que porteurs ou porteuses de projets, rencontrer des agriculteurs qui souhaitent céder ou diversifier leur ferme, des partenaires de l'installation agricole, ça peut être Terre de Liens, les Civam qui portent bien sûr le projet, mais Bio Normandie, la SAFER, etc. Mais aussi viennent vivre ensemble, travailler ensemble et vont sur les fermes faire des chantiers participatifs et en fait apprennent à se connaître dans le but finalement de peut-être, pourquoi pas, créer des embryons de collectifs pour ensuite s'entraider et travailler ensemble et essayer de reprendre des fermes ensemble, mais aussi rencontrer des agris qui souhaiteraient juste diversifier, peut-être s'associer pour des repreneurs, peut-être pas tout de suite en collectif, quoi. Donc ça, c'est une phase 1, on crée un espace, un lieu de rencontre autour de l'installation agricole. On souhaite que la magie se fasse. Et après, il y a une phase d'accompagnement, donc plus studieux, on va dire. On accompagne vraiment dans des cas concrets, alors soit des collectifs ou des porteurs de projets qui souhaitent s'installer et qui ont besoin de données économiques, de trouver une ferme, de donner au niveau, de faire un business plan, de trouver des associés, savoir vers quelle formation se diriger, etc., etc. Enfin, il y a toute une phase d'accompagnement pour faciliter l'installation. Et le but, c'est que ça se passe dans le bocage pour aider les agriculteurs du coin à faire reprendre leur ferme, mais aussi pour dynamiser le territoire qui est super ici. Enfin, il se passe plein de choses. C'est trop cool. Enfin, moi, c'est vraiment mon rêve de pouvoir, de voir en fait toutes ces dynamiques là, de percevoir en fait l'émulsion qui a l'air de se créer sur ce territoire avec vous toutes et tous qui créez vos propres postes et vos propres réalités. Du coup, je trouve ça tellement inspirant. C'est vrai que là-dessus, il y a déjà des choses qui ont été mises en place et puis il y avait déjà des assos locales, des personnes qui vivaient là, des locaux vraiment purs et durs du coin. Mais il y a une dynamique qui s'est créée avec plein de nouvelles arrivées. Donc il y a aussi cet accompagnement où on apprend aussi des erreurs qui ont pu être faites avec l'arrivée de plein de gens d'un coup. Et c'est souvent des personnes non issues du milieu agricole qui se reconvertissent aujourd'hui. Et du coup, de les accueillir aussi sur un territoire dynamique. Reprendre une ferme, c'est dur. Donc en plus, s'ils arrivaient sur un territoire, il se passe rien ou que tout le monde est réticent, ça peut sembler difficile. Donc on essaye de créer aussi ça en leur faisant rencontrer des personnes qui n'ont rien à voir avec le secteur agricole, mais qui ont des vies hyper inspirantes parce que ils se débrouillent tout seuls, ils font des chantiers participatifs pour s'entraider entre copains, ils construisent leur maison, ou leur lieu d'habitation, un habitat léger. Et nous, notre but, c'est de leur montrer tout ça, mais aussi de leur faire une place pour avoir encore de nouveaux projets sur le territoire et d'avoir peut-être, avec le gros objectif final, une super résilience alimentaire sur le bocage ornais, quoi. Voilà. Et puis d'avoir plein de nouveaux copains et de nouvelles copines, c'est tout. C'est ça. On peut se demander quelles sont les retombées réelles de ces projets sur le paysage agricole ornais. Depuis sa création, les camps 2022 et 2023 ont accueilli plus de 80 participants. Sur ces derniers, aujourd'hui, 7 d'entre eux sont en cours d'installation sur une ferme ou en contrat d'appui au projet d'entreprise. Une dizaine ont engagé une formation agricole avec un projet d'installation à la clé et envisagent le bocage ornais comme territoire d'installation. Une dizaine encore a déjà choisi d'y vivre. D'autres ont choisi d'aller faire du woofing à la suite des camps. On constate donc que ces initiatives enclenchent ou confirment des vocations, mais aussi des envies d'habiter le territoire pour les dynamiques qui s'y mettent en place. Par ailleurs, le projet Alterfix a déjà fait des émules. Un Alterfix Mayenne est en place pour 2024-2025, et des projets sont en cours de réflexion en Lot-et-Garonne, Bretagne, Rhône-Alpes. Ils n'attendent plus que vos belles énergies pour voir le jour. Cette mixité, en fait, elle permet vraiment de créer des synergies auxquelles on ne peut pas toujours s'attendre. L'année dernière, il y a une femme qui a été mise à disposition parce que l'agriculteur, malheureusement, est décédé pendant le camp de l'Alterfix. Donc, tout le monde voulait que cette ferme, elle ne parte surtout pas à l'agrandissement parce que c'était son souhait. Et du coup, il y a 4 personnes du camp qui ne se connaissaient pas. Enfin, il y avait un couple dedans qui ont essayé de reprendre cette ferme. Alors, ils ont essayé de former un collectif, essayer de vivre ensemble, essayer de reprendre la ferme. Bon, c'était beaucoup trop. Mais au final, cette ferme, elle est toujours en cours de reprise par un des 4. Ouais. Et une des 4 l'aide aussi sans vouloir être dans la reprise. Et donc, du coup, on se dit, c'est dans ces 4-là, il y en a un qui avait une expérience agricole, les 3 autres, non.
Et du coup, c'est possible de reprendre. Alors, ça demande peut-être beaucoup plus d'investissement et de sécurité malgré tout. Mais voilà, qu'il y ait des personnes qui soient issues ou non du milieu agricole, formées ou non formées, il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi l'alchimie qui peut se créer. Après, il y a quand même une réalité où pour reprendre une ferme, il faut avoir un degré d'expérience et il y a des demandes aussi administratives au niveau d'une capacité agricole. Donc, il y a quand même des cursus ou des programmes pour s'installer qui sont obligatoires, quoi. Et les agriculteurs, eux, sont notre autre public. Et donc là, on essaye de les accompagner dans la décision de transmettre une ferme, de diversifier, de partir à la retraite. Et ils ont aussi des attentes d'avoir des personnes qui viennent sur leur ferme avec certaines qualifications. Donc c'est aussi à nous d'apporter un message, aussi de leur faire comprendre qu'il n'y a pas toujours des personnes issues du milieu agricole et pas toujours des personnes super formées, mais qu'il y a des possibilités de se former en essayant de reprendre la ferme et de leur montrer qu'eux aussi peuvent léguer la ferme d'une autre manière, peut-être pas celle que vous avez pensée, mais qu'il y a des projets qui arrivent et qui sont nouveaux, quoi. Des projets de ferme diversifiés avec plein d'ateliers. Ici, c'est un élevage laitier, c'est des élevages laitiers qu'il y a beaucoup, mais on peut apporter plein de choses sur une ferme laitière et puis avoir du pain, du maraîchage, etc. Et le fait de venir avec plein de projets comme ça, ça crée de belles fermes, quoi. La part des installations hors cadre familial, estimée par la MSA en 2019 à 32% du nombre total d'installations, augmente de façon conséquente depuis les 50 dernières années. Toutefois, cela signifie aussi que les transmissions familiales sont encore largement majoritaires. C'est ce qui est envisagé en premier lieu par la plupart des parents agriculteurs lorsque l'âge de la retraite approche. L'hypothèse de la transmission aux fils est la plus courante, éventuellement aux filles, bien que les préjugés aient encore parfois la vie dure. Pourtant, d'après le recensement agricole de 2020, les femmes représentent aujourd'hui un quart des exploitants agricoles et une ferme sur 5 est gérée uniquement par des femmes. Des femmes qui s'installent en moyenne plus tard que les hommes, souvent après avoir suivi un cursus d'enseignement supérieur. C'est le cas de 36% des agricultrices de moins de 40 ans contre seulement 13% pour les hommes. Transmettre sa ferme à une femme, qu'elle soit sa propre fille ou bien une tierce, c'est soulever des sujets de société importants. C'est identifier comment le patriarcat s'immisce dans cette relation cédant-repreneuse et comment on apprend d'un côté à se sentir légitime et de l'autre à laisser sa place et à faire confiance. Fanny Goupil, installée depuis 2021 à Sacé en Mayenne, nous raconte son expérience de transmission avec son papa. L'histoire, c'est que ces vaches-là sont des croisées armoricaines montbéliardes. Alors c'est un croisement qui est un peu atypique, mais qui est issu en fait de mon histoire parce que j'ai voulu m'installer sur la ferme de mon père. Il y avait donc des Holstein et des montbéliardes. Et je voulais avoir des armoricaines, je voulais transformer du lait d'armoricaine. C'est une race plutôt de Bretagne, qui est un petit peu moins connue que la bretonne Pinot Noir. Quand j'ai souhaité m'installer sur une ferme, donc à la base laitière, celle de mon père, je m'étais dit « Ah, l'armoricaine, elle est vraiment très sympa, elle est chouette, pourquoi pas créer mon projet avec cette race-là ». Et donc j'avais acheté 2 génisses à l'époque, mais tout en étant sur la ferme de mon père, en conventionnel, où il y avait des Holstein, des montbéliardes, et puis où le système était très classique, quoi. Finalement, après 1 an et demi, 2 ans de travail avec mon père, de conversion à l'agriculture biologique, j'ai finalement décidé de partir pour des raisons plutôt de poids familial et émotionnel que j'arrivais pas à apporter. Concrètement, la ferme était dans un bourg, et il y avait un terrain constructible qui était en indivision avec mes oncles et tantes et mon père. Mes oncles et tantes y voyaient une manne d'argent et moi j'y voyais de l'herbe à pâturer. Et du coup, assez rapidement, c'est devenu un peu un sujet compliqué à gérer. Et pour moi, c'était trop lourd de porter ce combat qui est un peu un combat sociétal, de dire on arrête de construire, on préserve l'agriculture avant tout et notre nourriture et celle de demain. C'est-à-dire ces convictions que j'avais, tout d'un coup, c'était au sein de la famille et créaient des tensions. Et du coup, à la fois, mon père me soutenait dans cette conversion à l'agriculture biologique, dans mon installation. À la fois, cette situation un peu familiale, émotionnelle, c'est trop lourd. Du coup, je suis partie. Et la suite de l'histoire, en fait, c'est que mon frère, quelques mois plus tard, a décidé de reprendre la ferme et a décidé d'élever des armoricaines. Et donc, c'est pour ça que, quelques années plus tard, quand moi je m'installe en Mayenne, je lui achète
des génisses croisées Montbéliardes armoricaines issues de cette ferme. Voilà, c'est un croisement qui me convient parce que j'ai on va dire, les qualités que j'aime bien de l'armoricaine, qui sont d'une race rustique, vu que j'élève mes vaches en plein air, totalement en plein air toute l'année, et les qualités de la Montbéliarde, puisque je veux faire du fromage, produire du lait et voilà, avoir une race un peu plus fromagère. Donc c'est un peu un croisement de la Bretagne et de la montagne en Mayenne. En fait, on est 4 enfants et il n'y en a aucun de nous qui était vraiment destiné à reprendre la ferme. Et d'ailleurs, on est 2 gars, 2 filles. Et mon plus jeune frère était motivé par... il aidait tout le temps mon père et puis il avait dit à 6 ans « Ah, j'espère que Rémi, donc le grand frère, reprendra pas la ferme parce que moi, j'aimerais la reprendre. » Et cette anecdote, moi, elle me parle parce que je me dis, en fait, il y avait à l'époque aucune perspective pour les filles de reprendre la ferme. C'était vraiment le grand ou le petit, mais pas les filles. Et en même temps, d'une manière générale, mon père, voilà, il disait que le meilleur métier, c'est celui qu'on aimait, mais il nous invitait pas vraiment à ce métier, quoi. Et du coup, quand moi, j'ai voulu, finalement, après avoir fait des études, voyager, tout ça, finalement dire, ah, en fait, je veux reprendre la ferme, je voudrais faire ce métier. Il était un peu à moitié convaincu, d'une part parce que c'est pas un métier pour les femmes à cette époque-là dans sa tête, c'est l'est plus aujourd'hui, mais et puis il avait du mal à avoir un bel avenir pour l'agriculture en général, parce que il était resté dans un système donc classique, conventionnel, sans s'être trop agrandi, sans avoir trop investi. Du coup, un peu cet entre-deux, tu vois, d'une 50aine d'hectares, du lait vendu à la laiterie classique, mais la suite, il voyait pas ça trop. Enfin, en tout cas pour sa ferme qui était dans un bourg, donc enclavé entre le bourg et un bois, donc pas agrandissable, vous voyez pas trop de perspective. Et du coup, quand moi je lui ai dit peut-être faire du fromage, faire de la vente directe, et puis l'agriculture biologique, petit à petit, ça a fait son chemin. Et alors l'agriculture biologique, il était motivé parce que quelque part il manquait qu'un élément déclencheur, comme une reprise pour lui pour passer en bio. Et ensuite, de fil en aiguille, grâce aussi au réseau CEDAPA, GAB, de rencontrer d'autres agriculteurs de son âge, qui ont fait des conversions à l'agriculture biologique, de vente directe. Enfin, petit à petit, ça s'est ouvert tout un autre monde. Et c'est pour ça que, quand à la fois ça a été moi pendant quelques mois, puis mon frère, et aussi il y a du coup un collègue à lui qui s'est installé en paysan boulanger, plus une autre collègue qui s'est installée en maraîchage. Et du coup, cette ferme aujourd'hui, elle est devenue, du haut de ses 50 hectares non transmissibles, il y a presque à peine 10 ans de ça. Aujourd'hui, c'est devenu une ferme où lui-même est vraiment convaincu, quoi. Il est à fond, alors que c'était pas du tout dans son univers de l'époque. Du fait que tout autour de lui, à l'époque, c'était que des conventionnels, qu'une agriculture classique, en fait. Vous écoutez Grain de route, le podcast à vélo de ferme en ferme sur l'installation agricole. Ce que tu disais par rapport à la relation père-fille aussi, c'est ce truc de, au début, quand je suis arrivée sur la ferme, c'était un peu ce père très protecteur de c'est pas un métier pour une femme, mais c'était pas du tout malveillant, c'était tu vas te faire mal au dos, ou c'était compliqué pour lui de me transmettre le savoir-faire du tracteur, par exemple. Il y avait des choses où, autant les vaches, j'avais totale liberté, autant le tracteur, c'était marrant parce que quand il me montrait comment conduire le tracteur, il montait sur le siège du tracteur et puis il me montrait, quoi. Et c'est pas moi qui conduisais à apprendre, en fait. Mais c'était encore une fois pas malveillant, c'était comme ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai appris dans d'autres endroits. Et puis maintenant, je conduis le tracteur. J'y arrive, mais c'est d'autres. Ce que je veux dire, c'est que c'est d'autres hommes qui m'ont transmis cette connaissance. Et à la base, pas forcément mon père, mais c'est aussi son histoire à lui, le truc assez classique des femmes qui sont plutôt peut-être effectivement à la traite ou aux vaches et à la compta, et les hommes plutôt sur le tracteur. Bon, très très stéréotypé, hein, mais je suis hyper ravie de comment cette relation et cette déconstruction elle a eu lieu, parce que au tout début, quand j'étais sur cette ferme avec lui, il y avait des situations un peu conflictuelles, mais on en reparlait toujours après posément.
Et ça a fait évoluer un peu aussi les choses, parce qu'il y avait un peu des transferts qui étaient faits avec sa propre histoire, avec sa mère, avec d'autres femmes dans sa vie qui du coup ont été agricultrices à une autre époque que la nôtre. Et du coup, je pointais du doigt ce truc-là en disant bah oui, je comprends, mais là aujourd'hui, et puis aussi, il disait qu'il voyait à quel point ça me plaisait ce métier, et il me voyait tellement passionnée par ça, et je l'en remercie d'ailleurs, mais à la fin, ce truc un peu protecteur, il a lâché en fait, on va dire. Donc maintenant, de toute façon, aujourd'hui, il est hyper motivé et soutenant de mon projet. Il vient régulièrement m'aider, et on n'est plus sur une relation où on a des choses à se prouver, quoi. Enfin, j'ai rien à prouver en fait. C'est ça qui est chouette aussi. Dans mon propre cas, il s'agit aussi d'une transmission familiale. Je me reconnais donc à quelques égards dans le témoignage de Fanny. Mes parents et moi avons été interviewés par Monique et Serge de l'émission Trou Noir sur Radio Libertaire à propos de cette transmission. Mes parents témoignent sur mon arrivée inattendue au sein du projet. À 56 ou 57 ans, j'ai commencé à me pencher sur la question de la transmission. Je me suis tourné vers les arts des arts qui font un accompagnement à la transmission. Donc ça m'a permis de me poser et de réfléchir à rencontrer le propriétaire pour savoir c'était quoi, lui, ses intentions pour la ferme. Moi, c'était quand que je pouvais prétendre à la retraite, tout ça, quoi. Et c'était important que je me projette un petit peu comme ça. Donc, quand j'ai rencontré le propriétaire, je lui avais dit que j'avais 99% de chances que j'avais pas d'enfants intéressés. Et que lui était plutôt satisfait parce qu'il comptait reprendre la maison pour la louer et puis mettre les terres à l'agrandissement, quoi. Donc bon, là le coup a été un peu rude parce que moi j'avais dans le projet de transmettre, même que c'était pas un de mes enfants. Je m'étais dit, moi je vais trouver quelqu'un pour faire perdurer tout ce que j'avais mis en place. Bon, là je suis retombé un petit peu de haut. Et ça n'a pas été facile à accepter, hein, évidemment. Donc, j'ai envoyé à tous mes enfants les comptes rendus de ces rencontres. Et puis, plusieurs mois après, Maëlle a repris un des comptes rendus. Elle a dit « Ah, j'ai repris des comptes rendus que tu nous avais envoyés, là. Je voudrais rentrer au printemps et puis pour qu'on discute. » Voilà. Donc là, waouh, c'est vrai que s'il y avait un des enfants qui pouvait être intéressé, c'était plutôt Maëlle, parce que tu as toujours été proche de la nature, des animaux, etc. Mais voilà, toi, tu étais dans un autre domaine, tu avais été loin dans le monde, voyager et tout. Je ne te voyais pas revenir comme ça ici. C'est là qu'on a commencé à échanger, donc pour mon plus grand bonheur, évidemment. Ah oui. Et fort, puis après, voilà, on a rencontré le propriétaire pour lui expliquer la démarche. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, il l'a compris et je pense que c'est bien engagé. Oui, oui. Oui, ben moi, je ne suis pas issue du milieu agricole, en effet, et je suis infirmière. Quand j'ai rencontré Vincent, donc j'étais en école d'infirmière, donc c'était le métier que j'avais choisi. C'est vrai que moi j'avais des parents qui étaient issus du milieu agricole, mais surtout mon père qui ne souhaitait pas du tout s'installer, souhaitait plutôt être artisan, tout ça. Donc je suis arrivée là, évidemment. Oui, au départ, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on arrive dans un milieu où, en effet, les parents de Vincent étaient partis de la ferme, mais encore assez présents aussi. Qui faisait partie de la vie de la ferme. Moi, je suis arrivée là où la fin du GAEC, donc c'était pas évident pour Vincent, qui se questionnait aussi. Et puis, j'ai essayé toujours de l'accompagner au mieux, parce que ça m'a de plus en plus intéressée aussi. Et puis, le combat aussi syndical, militant. Et puis, il y avait des similitudes aussi dans le soin aux animaux, le soin envers les humains. Donc,
Au départ, on échangeait aussi beaucoup là-dessus. Et moi aussi, je suis un peu scotché de voir qu'on va avoir un autre enfant qui va reprendre la ferme. Ça me réjouit, mais d'un autre côté, ça m'inquiète aussi quelque part. Après, on fait confiance à Maëlle là-dessus. Mais voilà, moi, ce que je lui ai dit, c'est que voilà, ça se fait pas. Voilà, faut pas qu'elle se sente une mission. Moi, mon inquiétude à moi, c'était celle-là. On en a échangé un petit peu, et c'est vrai que voilà, je veux pas que ce soit qu'elle se sente obligée. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas, mais voilà, évidemment que c'est un très beau projet, mais faut pas que ce soit pour justement faire perdurer la ferme, mais il faut que ce soit pour les bonnes raisons, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est le cas. Oh, mais on va l'interroger en détail. Voilà. Elle va être obligée de nous donner ses vraies motivations. Bon, mes vraies motivations, comme le dit Serge dans cette interview, il faut quand même que je vous en parle. Sinon, vous allez vraiment croire que je fais ça que par héroïsme pour sauver la ferme. Bon, déjà, il y a eu un peu la prise de conscience écologique, enfin des enjeux climatiques, écologiques, je pense vers 2019, quelque chose comme ça. Enfin, j'avais déjà conscience, mais je sais pas, il y a eu une sorte de rideau qui s'est levé à un moment donné, comme beaucoup de gens, hein, enfin, on parle pas mal de l'éco-anxiété. Je pense que j'ai eu une petite phase comme ça, de me dire, waouh, ok, en fait, ouais, là, il y a vraiment plein de choses qui déconnent, et il faut qu'on fasse des trucs. Et en même temps, sur le moment, quand tu prends conscience de tout ça, tu te sens un peu accablé, quoi. Et puis ensuite, ça se pose, t'acceptes, et puis tu te dis, bon, bah voilà, on se retrousse les manches et on s'y met, quoi. Et donc, il y a eu cette première phase-là en 2019, je suis rentrée en France. Au bout de deux ans et quelques, sur mon ancien boulot du coup vers Avignon, j'avais régulièrement l'impression des fois quand même de brasser de l'air, et que c'était pas assez concret en fait ce que je faisais. Je me dis mais enfin en fait est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'œuvrer au niveau professionnel? J'avais besoin de me sentir plus en accord avec mes valeurs en fait, et de sentir que je faisais quelque chose de vraiment utile dans ce monde. Je dis pas que le tourisme c'est pas utile, je pense que les gens ont besoin de souffler aussi, mais en fait si on a besoin de souffler, c'est peut-être parce qu'on fait des jobs qui nous plaisent pas assez et qui n'ont pas assez de sens pour nous, ou parce que les conditions de travail qui nous sont proposées des fois sont difficiles, par manque de moyens humains, de liens sociaux aussi des fois. Et donc voilà, à côté de ça, j'étais pas mal dans des réseaux assez militants sur Avignon, où on réfléchissait beaucoup aux questions du collectif. J'avais un ancien compagnon qui était intéressé pour s'installer maraîcher, qui était aussi intéressé par la question du collectif, et en fait on a monté un petit groupe de personnes avec qui on s'est un peu accompagnés mutuellement dans nos réflexions respectives. On se disait pas forcément dit qu'on allait s'installer tous ensemble, parce qu'on n'était pas forcément sur les mêmes temporalités, les mêmes zones géographiques, mais ça m'a quand même beaucoup aidé à structurer un peu ce que j'avais envie de faire. Et puis à un moment ça s'est posé assez clairement que finalement, si j'avais envie d'être vraiment dans le concret, l'agriculture paysanne, en fait, j'y trouvais vachement de sens, quoi. Et puis c'était au moment où justement papa nous partageait aussi ses réflexions sur son envie de transmettre. Je me dis mais en fait il y a quelque chose à faire dans cette ferme. Enfin, c'est quelque chose qui va partir, et moi ça correspondrait en fait à mes aspirations. Ce serait trop bête de la laisser partir à l'agrandissement, quoi. Et puis voilà, donc, et puis je pense besoin aussi de me réancrer après avoir passé pas mal de temps à voyager, à aller un peu d'un lieu à l'autre, faire des cycles de 2 ans, 3 ans dans un lieu, puis changer. En fait, au bout d'un moment, il y a aussi une envie de s'ancrer et de vraiment construire quelque chose dans un lieu. Et je me suis aussi dit, en fait, si un jour je sais pas si j'aurai des enfants un jour, mais si un jour j'en ai, j'ai envie de pouvoir leur offrir des conditions de vie qui sont aussi chouettes que celles dans lesquelles moi j'ai eu la chance de grandir, à la campagne, avec les animaux, la mare, les champs autour. C'est des terrains de jeu super, quoi, quand on est enfant, pour s'éveiller à ce qui nous entoure. En tout cas, si la suite de cette interview familiale vous intéresse, vous pouvez l'écouter sur le site de l'émission Trou Noir, dans la rubrique « Sous les pavés la terre », en date du 9 septembre 2024. Un grand merci à Monique et Serge de nous avoir donné la parole. Sortons maintenant un peu du cadre familial, puisque justement, aujourd'hui, de moins en moins d'installations agricoles suivent ce schéma. Je rencontre pendant mon voyage à vélo Lucille, que l'on entend aussi dans le premier épisode.
Elle est installée avec Max, son associé, dans le Nord Mayenne, au GAEC de l'herbe au fromage. Lucille nous raconte comment s'est passée pour eux la transmission avec Joël et Marie-Agnès, hors cadre familial. J'ai rencontré Maxime, mon associé, à l'escalade et je cherchais comment trouver un métier qui avait du sens pour moi en me disant je vais me lever tous les matins pour y aller. Et jusque-là, ça a souvent été des boulots alimentaires ou en tout cas qui ne me comblaient pas totalement dans mes principes de vie. Là, j'ai trouvé l'exploitation laitière, donc grâce à Max, en bio. Je ne me serais pas installée sans que ce soit en bio. Et puis la fabrication de fromage, qui pour moi est juste magnifique. Eh ben lui, il cherchait des associés parce qu'il connaissait en fait cette ferme-là déjà avant, de par un ami d'enfance qui était le fils des anciens exploitants. Et puis moi, je lui avais dit en rigolant, oh bah tiens, tu me prendras comme salariée fromagère. Et en fait, ça a tourné dans ma tête, mais pas très longtemps, hein, ça a tourné 3 jours. Hein. Et je me suis dit, mais non, mais c'est ça que je veux faire. Et j'ai proposé, je dis, bah voilà, j'ai envie de m'installer. Est-ce que t'es OK? Est-ce qu'on s'installe ensemble? Et voilà. Et on a mûri le projet, peut-être 3 ans, 2 ans et demi avant qu'il y ait une vraie installation. Quoi. Okay. Avant l'installation de 2021. On a fait des réunions toutes les 2-3 semaines, au moins une par mois, voire plus. En parlant de ce qu'on voulait, de comment on voyait les choses, de comment on pouvait s'organiser, des besoins de chacun, qui habiterait où, comment on voyait le troupeau laitier, est-ce qu'on gardait la même taille, est-ce qu'on relouait des terres, et puis surtout aussi avec sa compagne, est-ce que ça se passait bien, ça l'embêtait pas, que ce soit une femme qui s'installe avec lui, qui est une amie à moi d'ailleurs, Manu. Ça a mûri, après j'ai décidé de faire un BPREA et ensuite un stage paysan créatif avec la SIAP qui m'a beaucoup aidé. Pendant 1 an, on a pu travailler, donc les 2 cédants et mon associé et moi, pendant 1 an, ensemble. La SIAP, c'est la coopérative d'installation en agriculture paysanne, qui porte cette fameuse formation paysan créatif. Elle existe en Pays de Loire et aussi dans quelques autres régions. On a vraiment pu tout caler, on a pu voir qu'on pouvait travailler ensemble aussi. On a appris tous les petits recoins de la ferme, les petites dépannes. Marie m'a filé ses recettes aussi, des fromages qui fonctionnaient, où il y avait déjà une clientèle. Et, tout ça s'est fait humainement, en tout cas, c'était vraiment une belle aventure qui commençait. Et ça a été très simple de s'installer. Parce qu'au moment, le jour J, où on s'est retrouvés à 3, 4 jours plus tard, parce que Jade, qui est maintenant toujours salariée à la ferme, est arrivée 4 jours après nous. On l'avait embauché, on n'était même pas encore installés. Excellent. et ça a été simple. Tout a coulé de source. On a eu beaucoup de travail, parce que forcément, le temps de tout caler, on était souvent débordés de boulot. Mais on en discutait. On discutait beaucoup. Et puis on savait que voilà, c'est les premières années qui sont un peu compliquées. Donc là, maintenant, on est plutôt rodés, on est plutôt bien. Ouais. Au bout de combien de temps tu sens qu'il y a eu un apaisement de la charge mentale? De la fin de la première année, déjà. Ça s'est vraiment apaisé. Et on a même commencé à remettre des travaux en route. Ok. Donc c'est qu'on se sentait de pouvoir s'en rajouter un petit peu. Et il y a 10% du temps où il y a eu, surtout souvent dans des moments de fatigue. C'était au moment de l'été, où il devait y avoir des vacances, il y avait des besoins de repos. Où là... il y avait un peu plus de tension entre nous, c'est-à-dire oui, c'est bien, les jeunes voulaient la place, mais attendez, on n'est pas encore partis. Et puis nous, inversement, on voudrait bien un petit peu plus de place, un peu plus de décision, et parfois un manque de compréhension, manque de dialogue, parce que de la fatigue, parce que des mots qui sortent vite. Il n'y a jamais eu de dispute, il y a eu des tensions. Après, ça a été quand même sur 1 an, on va dire que ça s'est quand même super bien passé. Eux, ils avaient vachement mûri la transmission. C'est-à-dire, je sais qu'ils se faisaient accompagner par la FOC, Centre de comptabilité formateur en Mayenne. Et je crois que ça faisait 3 ans. 3 ans qu'ils étaient accompagnés avant qu'on arrive, déjà 1 an avant de s'installer. Donc ils étaient bien préparés. Et puis nous, en tout cas pour ma part, formés aussi avec la SIAP. Et donc j'avais vraiment ces moments dans ma formation où je pouvais discuter de ces choses-là, apaiser certaines tensions que j'avais en moi, ou parfois je sentais que les choses ne pouvaient pas toujours être accueillies.
Mais je trouvais un groupe qui était à l'écoute et qui pouvait aussi vivre ces choses-là en même temps que moi. Okay. Alors, il y avait des thématiques de base et après, comme on parlait quand même de notre météo interne déjà de base en arrivant, et puis on se mettait debout, il y avait une respiration, quelque chose de collectif où on se recentre et nous-mêmes et avec les autres. Et ça a amené forcément des discussions autres que la thématique de base prévue le jour. Okay. Et on pouvait aussi demander après avoir des réunions juste avec l'animatrice SIAP, si on n'avait pas envie de partager au groupe. On pouvait aussi demander un temps seul à seul. De la même manière, nous écoutons Angélique et Grégory de la ferme collective Arc-en-Ciel en Mayenne, déjà entendue dans le premier épisode. Ils nous partagent en quelques mots les hauts et les bas qui peuvent survenir lorsque plusieurs générations aux aspirations différentes se croisent sur une même ferme pour se passer le relais. Nous, on est entre 8 et 10 à travailler, avec un contexte de passation où la génération qui est arrivée il y a longtemps, qui va partir dans quelques années. On vit une période de cohabitation en fait entre des nouveaux qui sont arrivés il y a quelques années, des nouveaux qui arrivent maintenant, des nouveaux qui sont en train de petit à petit commencer à participer pour projeter de s'intégrer. On cohabite avec les personnes qui sont là déjà depuis très longtemps et qui sont qu'on pourrait nommer les fondateurs de la ferme il y a 27 ans. Donc cette période de cohabitation demande de tenir compte du jardin de chacun, d'avoir l'intelligence ensemble, de trouver le bon tempo pour transmettre une partie des responsabilités, que ça soit transmis au bon moment, au rythme de chacun, que ça soit pas trop tôt pour celui qui arrive et que ça soit pas trop tard pour celui qui va partir. Il y a vraiment une gymnastique qui est pas si fluide à trouver du premier coup. Comment en fait chacun arrive à nommer quels sont ses vrais besoins, plutôt que de les laisser à l'intérieur et puis qu'ils sortent à un moment donné un peu trop tard, et qu'ils arrivent sur la table trop tard, quoi. Donc il y a vraiment un enjeu d'arriver à être dans la communication, et pour ça, c'est d'arriver à créer des outils qui nous le permettent, qui peuvent être sous forme de réunions, sous forme de temps informel ou formel. Dans la ferme où on est aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail pour mettre ça en place, parce que le système d'avant est un système qui fonctionnait pendant de nombreuses années sur la base d'un couple qui travaillait ensemble. Donc là, c'est comment on fait bouger ce centre de gravité des prises de décision vers des réunions plus formelles, où il faut un ordre du jour et pas une convocation écrite, mais en tout cas que tout le monde soit bien au courant, que c'est quand qu'on fait la réunion. Donc ça demande une exigence là-dessus. Il y a une chose qui fait une grande force quand même, c'est d'avoir passé du temps ensemble, tous ensemble, à aller aussi dans la notion de l'intime et de pouvoir se livrer sur qu'est-ce qui me fait que dans ma vie aujourd'hui, j'en suis là et j'arrive ici. Tous ces témoignages me font comprendre à quel point la transmission passe avant tout par l'anticipation. Ce n'est pas un processus qui peut aisément se vivre avec légèreté au pied levé. On devrait presque y songer dès l'installation, car nos carrières sont aujourd'hui de plus en plus morcelées et les changements d'orientation professionnelle plus fréquents. Anticiper sa transmission, c'est à la fois penser les investissements de sa ferme de façon à ce que le capital demeure à taille humaine et puisse être facilement racheté. C'est aussi réfléchir à son projet pour l'après, se faire accompagner et réfléchir à plusieurs sur cette thématique. C'est s'ouvrir à d'autres manières de penser la production sur sa ferme après soi. C'est peut-être aussi faire le deuil de ne pas rester habité sur place. Tout cela nécessite un bon paquet de discussions et surtout du temps long. Et de la confiance, une bonne dose de confiance. Au-delà de ces deuils qui peuvent être difficiles à vivre, ça peut aussi être une formidable aventure humaine dans la réciprocité, où chacun nourrit l'autre de sa propre vision des choses. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à tous pour vos soutiens. Merci à Capitaine Rémi et Bruno Quentin Assurance pour leurs dons. Et un immense merci à Baptiste Guillet pour le montage, mixage et les compositions sonores. Dans le prochain épisode, nous parlerons des fermes collectives, entre utopie et réponses concrètes aux enjeux de transmission des fermes. Merci beaucoup et à bientôt!